La Voix des auteurs, un podcast des librairies Furet du Nord de Citre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Voix des auteurs. Après Pierre Lemaître, c'est au tour de Joël Dicker de nous rendre visite. L'auteur suisse est venu présenter l'affaire Alaska Sanders, la suite du roman qui l'a rendu célèbre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ce dernier roman est publié aux éditions Rosie & Wolf, une nouvelle maison d'édition fondée par Joël Dicker lui-même. Une interview autour d'un polar, c'est toujours un exercice d'équilibriste. Il faut en dire suffisamment pour ne pas frustrer son auditoire, sans trop en révéler pour ne pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore lu le livre. Rassurez-vous, notre libraire Fabrice Baumann a su trouver de nombreux thèmes à aborder et nous offre, avec Joël Dicker et la participation du public, une très belle rencontre littéraire. C'est très impressionnant. Merci d'être là, si nombreux. Après quelques années où on était enfermés, ça fait du bien. Ça fait du bien, moi ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de signature, parce que la dernière fois c'était en 2018. En 2020 je serais bienvenu, mais on était consignés. Et du coup c'est particulier, merci, je suis vraiment hyper ému, merci d'être là, parce que je me rends compte d'autant plus, merci à vous. Je me rends compte d'autant plus de la chance qu'on a de pouvoir être ensemble et à quel point c'est spécial pour moi de partager un livre avec vous. Merci. On va parler ensemble un petit peu. D'abord ensemble. Après, vous aurez le temps de poser des questions. Et après, je crois qu'on se retrouve tous dehors. À l'entrée. Merci à tous d'être venus. C'est très impressionnant. On voit enfin des visages et des sourires. C'est vrai que ça manquait un petit peu. Ça fait du bien de revivre un événement comme ça. Je vais juste faire un peu le rabat-joie pour commencer. On va discuter pendant une petite demi-heure. Vous allez pouvoir poser des questions. Et je vais vous demander après pour la dédicace, parce que Joël Dicker a décidé de laisser un temps conséquent pour la dédicace, de vous discipliner un peu, c'est-à-dire de vous dire qu'il y a des gens derrière vous et de ne pas lui parler pendant un quart d'heure. Sinon, on ne va pas y arriver. Je sais que c'est un peu l'occasion de se rencontrer, mais pensez aux autres. Voilà, c'est parce qu'autrement, ça sera ingérable et il faudra qu'après, ils partent, qu'ils rejoignent Genève. Donc, on a du temps. Il faut qu'on rende la salle, il faut qu'on aille bosser. Joël Dicker, je ne sais pas si c'est la peine de vous présenter encore, parce que je pense que tous les gens qui sont venus ici vous connaissent et sont venus pour vous. On va peut-être rappeler juste une date, 2012, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui vous vaut le Grand Prix de l'Académie française, le prix Goncourt des lycéens. Et puis aujourd'hui, on vous reçoit pour un nouveau titre, l'affaire Alaska Sanders. Et on vous reçoit avec une double étiquette, puisque vous faites paraître un roman, mais on vous reçoit aussi comme éditeur. Je ne sais pas si les gens auront remarqué que le nom de l'éditeur n'est plus Bernard de Fallois sur le livre, mais Rosie & Wolf. J'aimerais peut-être, pour commencer, que vous nous expliquiez un petit peu ce prénom et ce nom, le sens qu'ils ont. Et l'aventure, alors si on parle de ça, il faut aussi que je vous raconte un peu pourquoi cette aventure, de créer ma propre maison d'édition, qui en principe pas vraiment un chemin assez inhabituel, mais qui raconte aussi un peu peut-être mon histoire et l'histoire qui me lie avec Bernard de Fallois, qui a été mon éditeur, j'ai envie de dire le seul, qui est celui qui a fait paraître tous mes romans, qui a fait paraître le premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui a été l'artisan du succès de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a fait paraître tous les autres ensuite. Et Bernard était un homme qui a été très important pour moi, qui avait 60 ans de différence. Je l'ai rencontré, j'avais 25 ans, il en avait 85, et il a été un émerveillement pour moi. Il m'a appris énormément. Tout au long des livres, à chaque parution, on a passé un temps fou ensemble, on a parlé, à préparer, où il m'expliquait ce qu'il faisait. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup à ses côtés parce qu'il me l'apprenait. J'ai appris par moi-même parce qu'on a eu des épisodes très amusants qui ont nécessité que, seul ou ensemble, on se renseigne un peu sur ce qu'on faisait.
On a eu beaucoup de demandes à l'étranger. Il ne parlait pas anglais, donc je devais le suppléer pour ça. Toutes les discussions sur les droits audio, la création d'une édition de poche, de sa propre collection de poches, avec tous les défis que ça représentait. Et donc, je me suis toujours beaucoup impliqué dans la fabrication, dans la création, dans le tirage, la stratégie, le marketing, enfin tout. Et quand Bernard est décédé en 2018, à 92 ans, il a laissé pour consigne que sa maison ne lui survive pas. Il ne voulait pas que les éditions de Fallois continuent parce qu'il ne voulait pas, et c'est ce qui se serait passé, que la maison soit rachetée par un groupe et puis perdre cette âme si particulière qu'elle avait avec lui. Et donc la maison devait fermer, et je le savais. J'ai eu la chance de pouvoir faire publier encore 2 titres avec lui, dont le dernier était L'énigme de la chambre 622. Mais je savais en faisant paraître ce titre-là qu'il n'y en aurait pas d'autres avec lui parce que la maison devait fermer le 31 décembre 2021. Et en même temps, après son décès, ça a nécessité que je m'implique encore plus et que je fasse une grande partie de ce que lui faisait. Il y avait un éditeur, il y avait une équipe qui était toujours là, mais j'ai quand même dû suppléer à beaucoup. Mon éditeur aussi a décidé de renoncer à la gestion de mes droits à l'étranger parce que c'était beaucoup de travail, ce que je comprends, mais du coup, j'ai géré ça aussi. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que quand je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que je fais une fois que ça ferme, il y avait quelque chose d'assez évident pour moi. D'abord, je ne voulais pas trahir Bernard. J'avais l'impression qu'en allant chez un éditeur traditionnel, chez un autre éditeur qui était déjà installé, j'avais l'impression de trahir Bernard. Et surtout, je me suis dit que la continuité, ou ce qui serait le plus logique et évident, ce serait de monter ma propre maison, puisque j'ai déjà à peu près tout seul. Et en y réfléchissant, je me suis même dit, en fait, si je crée une maison d'édition, je vais pouvoir avoir des gens qui font ce que moi je fais. Donc, paradoxalement, je vais avoir plus de temps pour écrire. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté ce projet. Et qui était vraiment un projet très logique, en fait, pour moi. Avant qu'on revienne sur le sens de Rosier Wolf, j'ai lu une chose stupéfiante, c'est qu'aucun éditeur vous a... Non, ça c'est pas vrai. Je me suis mal exprimé ou ça a été mal entendu et mal retranscrit. J'ai été approché par des éditeurs. J'ai pas donné passablement suite parce que quand les éditeurs m'ont finalement approché, moi j'avais déjà monté mon projet. J'avais déjà en tête, je m'étais déjà dit, je sais ce que je vais faire. Donc ça n'a pas donné lieu à des tractations très importantes parce que je n'avais pas l'intention de faire semblant de négocier alors que je savais où j'allais. Et du coup, il fallait trouver un nom à cette maison. C'est compliqué de trouver un nom à une maison qui vient d'être créée, une maison d'édition qui n'a encore rien. Et je voulais que ce soit quelque chose de personnel. En général, les éditeurs appellent leur maison par leur nom. Mais vous voyez, les éditions Joël Dicker qui édite Joël Dicker, ça aurait été un peu minable. Et je voulais quelque chose de personnel et je voulais pas que j'aurais pu les appeler les éditions de Genève ou du Lac Léman ou de La Neige qui tombe ou je sais pas quoi, mais c'était pas, ça racontait rien de ce que je voulais faire. Et moi, le projet de cette maison, c'est l'idée de lire, faire lire et écrire, de nous rassembler ensemble, avoir une occasion, avoir un endroit, avoir une plateforme où on peut parler de livres, pas que des miens. Donc l'idée de cette maison, c'est de faire paraître d'autres livres. C'est de parler aussi de livres, mais pas que ceux que j'édite, et donc de conseiller, de suggérer d'autres livres que j'ai lus, que j'ai aimés, ou que vous avez lus, que vous avez aimés, avoir un endroit de rencontre. Et puis aussi sur l'écriture, parce qu'il y a... Alors malheureusement, c'est une petite maison, et je n'ai pas vocation à faire paraître plus que 2 titres par an, donc j'ai déjà les titres pour les 50 prochaines années à peu près. N'envoyez pas de manuscrits. N'envoyez pas les manuscrits parce qu'en plus, j'ai pas le temps de le lire bien. Vous vous rendez compte, j'en reçois la 20 par semaine que je peux pas lire parce que je suis en ce moment ici avec vous et ensuite à Bruxelles et ça continue jusqu'au mois de juillet. Donc, ça veut dire que d'ici au mois de juillet, en 12 semaines, j'aurais reçu probablement 250 textes de retard. C'est les vacances. C'est les vacances. Donc je ne peux pas les lire. Donc, les envoyez pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que sur les éditions Rosier Wolf, sur le site rosierwolf.com, c'est pas une pub, parce que c'est gratos, j'ai créé un truc qui s'appelle le Club des écrivains, qui est un endroit justement pour parler de l'écriture et où j'essaie de donner quelques éléments de réponse aux questions que j'entends souvent, qu'on pose souvent. Vous pouvez vous-même poser des questions sur le processus de l'écriture. Et voilà. Comme je ne peux pas vraiment éditer des manuscrits spontanés, je me dis qu'au moins on peut parler de l'écriture ensemble. Et tout ça, toute cette longue réponse, pour vous dire pourquoi Rosier et Wolf, parce que lire et écrire, quelque chose de personnel pour moi,
Rosie était une vieille dame, vieille amie de la famille quand j'étais petit, qui m'a donné cette curiosité de lire, cette envie de lire, qui naît par la curiosité, par l'envie. Et Wolf était le nom de mon grand-père qui a écrit un livre à la fin de sa vie. J'avais 8 ou 9 ans et je me souviens que je tournais les pages comme ça de son texte et je me disais, mais il a écrit tout ça. Parce que moi aussi, je pourrais écrire un jour tout ça. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil au moi enfant qui rêvait beaucoup. Comme vous êtes bilingue, les initiales ont un double sens aussi. Oui, et c'est aussi pour tous ceux qui me misent à l'étranger, lire et écrire, c'est read and write en anglais. Donc il y a aussi ce petit clin d'œil à ça. Alors, en lisant votre dernier livre, je me suis dit que vous étiez aussi devenu un pro du marketing. Parce que quand j'ai fini le livre, j'ai vu la suite de Harry Kéber. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une suite d'Harry Kéber. Alors, je ne vais pas déflorer le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est pas qu'on me jette le livre à la tête. Non, c'est complètement une suite. C'est complètement la continuité. Harry Kéber, quand j'ai commencé à l'écrire, donc il est paru en 2012, mais j'ai commencé à l'écrire en 2009, et j'avais là l'idée de faire une trilogie. Pourquoi ? Parce que comme je pensais que ce serait mon dernier livre, parce que personne ne voulait lire ni faire paraître les 5 que j'avais écrits avant, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter ici. Puis comme je n'avais pas envie de m'arrêter quand même, je me suis dit, bon, je vais en faire 3. Comme ça, ça continue un peu. Et donc j'ai écrit Harry Kéber dont le manuscrit se termine en disant « à suivre », qui est le manuscrit que De Fallois a lu et qui était vraiment l'idée originale. Et puis le texte est sorti, le livre est sorti, succès immense grâce à vous, merci, mais ça m'a contrarié un peu dans cette idée de faire tout de suite une continuité, parce que je me suis dit, on va penser que c'est facile, voilà, tout de suite, après le 1, le 2, et personne n'allait me croire quand j'allais dire « mais je vous jure qu'à l'époque, j'avais imaginé une suite avant d'imaginer le succès ». Donc je me suis dit, je vais attendre. J'ai écrit le livre des Baltimore, qui est paru en 2015, qui racontait un peu Marcus, parce que j'avais envie de continuer avec ce personnage-là, mais qui n'était pas vraiment une suite et qui était différent quand même. Et les Baltimore, en fait, dans ma tête, j'ai jamais dit parce que je préférais faire avant pour voir si j'allais au bout de ce projet, les Baltimore étaient le tome 3 pour moi. Harry Kéber se passe en 2008-2009, les Baltimore se passent en 2012, et aux surprises, j'avais 2 ans, 2010-2011, entre les deux, pour glisser ce tome 2 si un jour je voulais vraiment le faire. Et le temps a passé, j'ai eu envie de faire autre chose, c'était important pour moi aussi. Et puis pendant le confinement, je me suis dit, j'étais enfermé chez moi, et puis j'ai eu cette envie de retourner aux États-Unis par l'esprit, et je me suis dit, et si je tentais de faire ce tome 2 ? Alors ce qui est bien quand vous écrivez un livre, c'est que vous ne prenez pas un risque immense, parce qu'au pire, à la page 3, c'est pas bien, puis vous arrêtez, puis c'est la fin de l'histoire. Donc je m'y suis mis, et puis j'ai tout de suite eu le plaisir de retrouver Marcus, Perry, tous ces personnages. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ça, moi j'y vois la continuité de 2 manières. Ça va, le son ? C'est bizarre. D'abord, vous aimez les affaires dans les affaires, en quelque sorte, et on comprend, en commençant ce livre, que finalement, la résolution de la vérité sur l'affaire Kéber était un petit peu une rédemption pour Perry. J'arrive jamais à prononcer ce nom. Perry Gallowwood. Il faudra m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce nom qui est imprononçable. Mais en tout cas, c'est la ténacité qu'il a mis à résoudre l'affaire Harry Kéber vient d'une plus ancienne affaire, en fait, l'affaire Alaska Sander, qui date de 1999. Donc, en fait, on va aller de 1999 à 2012, et puis on va retrouver ce tandem, Perry et Marcus Goldman, l'écrivain et le flic, et on va découvrir cette affaire Alaska, quoi. Et on va découvrir un Marcus Goldman un petit peu qui a connu le succès avec son livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et qui après 1 an de sérénité en quelque sorte après le succès se retrouve un peu esseulé finalement, enfin orphelin en quelque sorte. Oui, Marcus, il se pose des questions sur le sens de la vie, de sa vie. Du succès aussi. Le sens du succès, alors le succès c'est un peu une allégorie dans le livre, dans le sens où il est écrivain à succès, etc. Mais l'idée du succès, du fait qu'il ait du succès et que ça le questionne sur le sens de la vie, c'est aussi un peu le parallèle, je crois, qu'on fait tous dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très imagé, mais pas imagé par la force de notre esprit, qui est ce qu'on fait quand on lit, mais imagé par les photos qu'on fait sans cesse de tout le monde, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on mange, qu'on transpose, qu'on met sur Instagram ou sur Facebook. Je ne suis pas en train de juger, moi je le fais aussi, mais on est rentré dans un monde de l'image par rapport à l'autre. Et on est dans un monde du succès par rapport à l'autre parce que
et surtout les plus jeunes, et ce qui est inquiétant parfois, c'est qu'ils vivent au rythme des likes, des gens qui valident ce qu'ils ont fait, où notre amour de ce qu'on est en train de faire et notre validation de soi-même, qui devrait passer uniquement par nous-mêmes, puisqu'on est nous-mêmes et donc on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et on sait quand on se sent bien et quand on ne se sent pas bien, passe maintenant par les autres. Et c'est compliqué parce que du coup, on est tous dans une espèce de fable où quand on fait une photo, on n'en fait pas une, on en fait 10, on va choisir laquelle est la mieux. Donc ça veut dire que l'instant, il n'existe plus vraiment. Ah, on est en train de créer quelque chose. Ah non, mais là, je suis pas mal. On va changer les couleurs, on va ajouter un peu ça. Et ça questionne beaucoup, je trouve, sur notre rapport à la vie. Et c'est un peu de ça dont je parle au fond. Quand Marcus, il s'arrête dans sa propre vie, puis il se dit, mais au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qui brille, au milieu de tout ce que les gens voient de moi et de toute l'image que j'essaie de construire pour les autres, qu'est-ce que je construis pour moi ? Quel est le moment où je m'arrête et je suis en résonance avec moi-même seul ? Et on n'est plus beaucoup en résonance avec nous. On n'a plus vraiment cette occasion de s'arrêter et d'être en résonance avec qui on est, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aime, nos valeurs, ce qu'on aspire vraiment, ce à quoi on aspire vraiment. Et je pense que c'est une question fondamentale. Je pense que la littérature, après je me tais un peu, pardon, mais je pense que la littérature, elle permet ça. Parce que quand on lit un livre, on est en résonance, qu'on le veuille ou pas, on est en résonance avec nous, puisqu'on est dans un monde pour soi. Et quand on est en résonance, ça veut dire qu'on est en train de puiser dans notre imaginaire, quand on lit un livre, et notre imaginaire, il dit quelque chose de nous. Si maintenant je vous dis, imaginez une scène, et je vous dis, c'est un couple qui rentre chez lui, et en ouvrant la porte, il découvre sur le sol une boîte. Et ben, vous avez tous vu ce qui vient de se passer. Mais je ne vous ai pas dit si ce couple, c'était un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, si c'était un couple de trentenaires, ou de quarantenaires, ou de soixantenaires. Et ils sont rentrés chez eux, mais est-ce qu'ils habitent une maison ou un appartement ? Et cette boîte, elle était en carton ? Ouais, je pense que vous l'avez vu en carton, probablement. Mais vous avez tous vu quelque chose. Et j'ai pas pris le temps ou la peine, ou j'ai pas eu l'envie de le décrire, précisément qui était ce couple, s'ils étaient dans une maison et ce qui se passait, parce que tous ces éléments-là, ils sont à vous. Et en vous laissant imaginer, c'est ce que la littérature fait, hein, quand vous lisez un livre, quand vous imaginez, et donc quand vous évoquez quelque chose en vous, sans qu'on vous le décrive, vous racontez quelque chose de vous. Ah, peut-être que si vous avez vu un couple, homme et femme, ce qui est mon cas, je crois, je dis, si j'imagine un couple, je vois un homme et une femme, c'est qu'on est formaté encore maintenant à se dire qu'un couple, c'est un homme et une femme. Alors que ça peut être un homme, une femme, on fait ce qu'on veut. Mais ça veut dire que si on est formaté, un couple, c'est un homme et une femme, qu'est-ce que ça dit de nous ? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Et ça, la littérature, elle permet ça. Le cinéma, c'est extraordinaire, les séries, c'est génial, mais ça ne permet pas ça. On vous l'impose, on vous l'explique, on vous le montre. Et donc voilà, je crois beaucoup en la littérature pour ça, pour nous offrir cette possibilité de réfléchir à qui on est et à qui on veut être vraiment. Les formes d'amour, les formes de couple, il y en a plusieurs dans ce roman, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ce questionnement sur la célébrité, sur l'aspiration à être connu, reconnu, on se la pose aussi avec un personnage mort, quand l'histoire commence, Alaska Sanders. Elle est, donc votre roman se passe encore une fois aux États-Unis, elle est un peu un archétype du rêve américain. C'est une jeune fille qui avait tout pour elle, blonde, un petit peu comme Marilyn en quelque sorte, et elle aspirait à être connue, à être une actrice à Hollywood. Oui, bon, elle a tout gâché, elle est morte. Voilà, non, te dire. Non, on le sait vite. C'est la page 3, je vous savais. Non, mais c'est vrai, Alaska, elle a 22 ans, elle vit dans une ville moyenne du Massachusetts, et elle aimerait être actrice, elle a fait quelques castings qui ont... Il y a eu quelques touches comme ça. Elle va percer, elle va probablement percer, tout le monde le dit. Elle est devenue une Miss. Elle a été Miss, elle est très belle, elle va percer. Et donc l'étape suivante dans sa vie, à 22 ans, c'est d'aller vivre à Los Angeles ou à New York, de faire des castings et d'arriver, voilà, de rentrer finalement, d'avoir accès à un rôle à jouer dans un film. Et voilà qu'elle part vivre dans un petit bled du New Hampshire qui s'appelle Mount Pleasant. Elle trouve un boulot dans une station essence et au bout de quelques mois de vie là-bas, elle va être tuée. Après la suite, on ne vous dit rien. Mais oui, elle a tout pour réussir et c'est un principe narratif là qui est aussi pour raconter l'histoire d'une personne qui va être complètement prise dans un engrenage de la vie où un événement va avoir une conséquence et une conséquence et une conséquence
sans fin qui va amener jusqu'à un drame. Et ça, c'est aussi pour dire que je crois, c'est mon avis, mais qu'il n'y a pas de petites conséquences dans la vie, qu'il n'y a pas de petits drames, qu'il n'y a pas de petites choses. Vous savez, le roman, il doit vous raconter quelque chose de fort en 500 pages. Donc parfois, on va dans des traits beaucoup, beaucoup plus gros. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a un meurtre. C'est aussi le moyen de créer un Big Bang dans cette ville et chez ces personnages qui, autour de ce trauma, se reconstruisent, se déconstruisent, ont de la résilience ou pas, et évoluent, etc. Mais nous-mêmes, on a tous des petits traumas dans la vie, et vous avez des gens qui vous disent, voilà, oh, mais pourquoi t'es triste? Mais pour ça, mais c'est rien, ça, c'est rien du tout. Qui on est pour juger? On est triste parce qu'on est triste, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas bien, et on doit justement être capable, ce que je disais un peu avant, on doit être capable d'accepter ces moments-là, et pour les surmonter bien, pour aller de l'avant. Alors, les critiques, au départ, avaient du mal à définir un petit peu votre genre littéraire. Il y a quelqu'un dans le livre qui reconnaît l'écrivain, qui lui dit c'est un genre de polar. Mais vous avez inventé une forme qui est assez intéressante. D'habitude, dans les polars, on a un tandem de flics, plus ou moins bancal. Et puis là, on a un tandem qu'on retrouve, celui qu'on avait dans l'affaire Harry Kéber, un écrivain et un flic. Et moi, j'aime beaucoup ce tandem. Je trouve que ça crée des dialogues fabuleux. Est-ce qu'un flic et un écrivain, ça partage les mêmes doutes, ça partage la même solitude? Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce tandem? Non, alors, le côté humain du tandem, c'est leur personnalité avant tout. J'aime bien le côté flic et écrivain, peut-être parce que l'écrivain, du coup, il a ce côté un peu menant une enquête, mais qui, en même temps, est un novice, il n'a pas accès à la technologie. Un emmerdeur aussi. Pardon ? Un emmerdeur aussi. Et un emmerdeur, mais surtout, il n'a pas accès à toutes les techniques que les policiers ont, qui sont, au fond, pour un roman policier, pour moi, pas très intéressantes. Parce que je trouve, c'est ce que moi j'aime, mais je trouve que dans un roman, j'ai envie de pouvoir me mettre à la place de celui qui est en train de commettre quelque chose et d'être, je ne sais pas, si vous récupérez un document, je trouve beaucoup plus prenant comme scène, même à vivre, d'avoir quelqu'un qui doit trouver le document, qui le vole dans la poche de la veste pendant que le mec dîne, il le photocopie, il le remet dans la poche, ça s'est vite passé, c'était moins une, ouf, on a une scène qu'on peut vivre vraiment. Si vous faites une scène où le mec il hack et avec son téléphone il se met sur le réseau Wi-Fi de la salle et lui pompe ses données, ce qui existe et c'est comme ça que ça se fait maintenant, mais moi ça ne me dit rien parce que ça n'évoque rien pour moi. Et donc je pense que Marcus il permet un peu ça. C'est un prétexte pour avoir une enquête très artisanale. En fait les mecs ils sonnent aux portes, ils vont parler aux gens, c'est une enquête à l'ancienne. Et il y a un lien particulier entre tous les deux quand même. Et il y a un lien particulier, mais ça c'est un lien amical très fort, où le fait que les deux soient pas flics les permettent de se révéler l'un et l'autre dans cette enquête. Parce que justement, Marcus, qui n'est pas enquêteur, mais qui a cette abnégation et qui mène des enquêtes par amitié, parce qu'il veut comprendre, ça lui donne un côté aussi très, très fort. Ça lui donne vraiment ce côté de l'ami qui est prêt à tout. Et que Perry, le flic, lui admire, parce que lui, c'est son métier, donc il le fait parce qu'il est payé pour ça. Et donc ça crée ce lien, effectivement. Puis c'est un flic, on va dire, c'est quelqu'un qui l'écoute, c'est quelqu'un qui lui dit faut pas se laisser aller à la nostalgie, en quelque sorte. Oui, Perry, c'est un flic qui, en plus, a ce côté très terre-à-terre et qui prend les choses comme elles viennent et qui n'aime pas du tout les souvenirs et les regrets. Et toujours en train de le pousser un peu à coups de pied aux fesses en lui disant « avance dans la vie », etc. Alors que Marcus, c'est vrai, est beaucoup plus dans la contemplation et la réflexion et le souvenir de ce qu'il a été, puisqu'il a eu des événements de vie avec ses cousins dans les Baltimore ou avec Harry Kéber, qui sont des événements qui ressassent encore pas mal. C'est deux personnages hantés aussi. Deux personnages, pardon ? Hantés. Hantés, je ne sais pas si c'est hantés ou c'est des... Hantés dans quel sens ? A-N-T-E ou on a un flic qui, quelque part, a échoué, enfin, se pose des questions toujours. Est-ce qu'il a la vérité ? Est-ce qu'il a raison ? Il a d'autres affaires derrière lui ? Il a la mort de collègues derrière non, lui ? effectivement. Alors, ce sont des personnages qui ont des fantômes. Hantés, oui, mais dans le sens, voilà, ils ont des fantômes qui les accompagnent et qui font partie de leur vie. Donc, c'est pas tellement des démons ou des choses comme ça qui sont des choses qui les empêchent de vivre. C'est plutôt des fantômes qui les tracassent, qui sont encore là.
Alors, vous avez évoqué le travail de l'écrivain quand un écrivain écrit un polar. Alors, dans un polar, il y a des indices, il y a un puzzle en quelque sorte. On va dire que quand il y a une vraie enquête, un flic, il a une disparition, un corps. Vous commencez par quoi en fait ? Moi, je commence par rien parce que j'ai pas de plan, donc ça commence Aucun. mal. Non, moi je travaille sans plan. D'ailleurs, est-ce que c'est un polar ou pas ? Je sais pas. Oui, probablement parce qu'il y a une enquête. Après, j'ai des lecteurs de polar, et peut-être qu'il y en a ici qui me disent, nous qui lisons des polars, c'est pas un polar parce que on retrouve pas vraiment les codes de ce qu'on attend dans le polar. C'est vrai qu'il n'y a pas un enquêteur sombre, tout ne tourne pas autour du meurtre. Il y a des personnages, il y a des intrigues et des sous-intrigues qui ne sont pas du tout liés à la résolution du meurtre. Et donc moi, je considère le meurtre plutôt... Effectivement, oui, il y a un meurtre, et à la fin du livre, on sait ce qui s'est passé, mais pour moi, le meurtre, il est plutôt un fil rouge ou un élément qui permet à tous les personnages, à toutes les histoires de se rejoindre ensemble. Il est un peu le ciment d'une galerie de personnages et d'une collection de petites histoires qui sont un peu disparates comme ça, mais dont on se rend compte qu'elles sont toutes reliées ensemble. Et donc, j'ai pas cette précision parce que quand je dis que c'est un polar, je reçois des lettres en disant que c'en est pas un, et quand je dis que c'en est pas un, on me dit que c'en est un. Donc c'est difficile à dire. Mais l'envie de réunir ces personnages, elle est là en tout cas. L'envie de les mettre ensemble. En tout cas, moi, je l'ai vécu vraiment comme un polar, avec un certain suspense, et j'ai l'impression que tout le long, on était hanté un petit peu par deux choses, c'est-à-dire le crime parfait ou le mal absolu. Comme si on penchait tout le temps d'un côté ou de l'autre et on ne savait pas où on allait exactement. Oui, avec cette idée du crime parfait, où j'en dis pas trop, mais où le crime parfait est un peu différent de ce qu'on peut imaginer. Il n'est pas forcément le crime. Je crois tout de suite, quand on pense au crime parfait, on pense au crime qui ne laisse pas de traces. Et c'est ce que je voulais faire. Au début, je me suis dit, tiens, le crime parfait, c'est pas mal, parce que vous avez un crime, vous n'avez pas de traces, pas d'indices, vous n'avez rien. Les flics arrivent, il y a un mort, et il n'y a rien du tout. Si vous n'avez rien en termes de narration, c'est un peu plat, quoi. Vous imaginez, il n'y a rien. Voilà. C'est fini, il n'y a rien. Et donc, ça m'a obligé, sans en dire trop ou plus là, parce que je ne veux pas vous gâcher ce livre, cet excellent livre, mais ça m'a obligé à revoir l'idée de ce que pourrait être un crime parfait. Je crois qu'il nous reste très peu de temps. Donc on va passer un petit peu à vos coups de cœur, mais avant, j'aimerais... on a un poète célèbre en France qui nous a parlé de l'albatros, et vous nous parlez de la mouette. Vous pouvez en dire deux mots ou sans trop La mouette, c'est un des éléments importants de Harry Kéber, du livre, de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, puisque c'est un des personnages récurrents. Il y a toujours ces mouettes qui sont le lien d'abord entre Nola et Harry Kéber en 1975. Et puis Harry Kéber, il continue de nourrir ces mouettes pendant 33 ans. Il passe ensuite la balle à Marcus. Donc la mouette dans Harry Kéber, elle est vraiment un témoin des années qui ont passé. Et ce que j'aime bien avec les animaux et les arbres et ce genre de choses où le temps passe, les personnages changent et eux sont témoins, sont toujours là. Et cette mouette, elle reprend du service parce qu'elle sera le moyen dans ce nouveau livre de relier Marcus et Harry. Et la mouette, elle n'est pas comme les oiseaux migrateurs. Exactement. Mais j'en dis pas plus parce que vous allez... N'en dis pas plus. Là, encore un coup, et on vous dit qui a fait quoi ? Non, mais... Non, pas du tout. Non. Alors, on vous a proposé de parler de 3 livres. Oui. Pour ouvrir un petit peu sur la littérature. Vous avez choisi un roman d'enfance qui vous a marqué. Il n'est plus édité, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas pu le lire. Le dernier loup d'Irlande, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu quand je devais avoir 10 ou 11 ans. Et j'ai le souvenir de ce livre comme étant le premier, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai vraiment le souvenir pour ça, où je rallumais, je devais me coucher, ma mère venait me disait c'est l'heure on éteint, et j'attendais d'être sûr qu'il n'y avait plus personne derrière la porte, et je rallumais pour lire ce livre. Et ça c'était une première pour moi, j'avais encore jamais fait ça, relire après, j'avais vraiment envie de savoir. Et à la fin, je peux vous le dire, de toute façon il est épuisé, à la fin le loup meurt, et... J'espère que vous allez le rééditer. C'est vrai, ça pourrait être une bonne idée. Maintenant que je l'ai tout dit, donc à la fin le loup meurt et j'étais hyper triste. En même temps, le dernier loup d'Irlande, on se doute un peu qui crève à la fin. Il n'y a pas un suspense immense. Il meurt et j'étais hyper triste et j'ai pleuré. C'était la première fois que je lisais, que je pleurais en lisant.
Et ça m'a fait tout d'un coup me rendre compte à quel point lire pouvait être le vecteur d'émotions fortes. Vous avez choisi aussi de Romain Gary, La promesse de l'aube. Grand roman, immense auteur. Romain Gary, je pourrais en parler ça parce que c'était un type absolument génial qui est à la fois comme auteur et comme être humain, dont on ne sait plus très bien au fond qui est le romancier ou le personnage de roman, lui, parce qu'il a une vie complètement extraordinaire. Il a été pilote de guerre, il a été consul, ambassadeur, écrivain évidemment, le seul écrivain au monde à avoir eu le Goncourt 2 fois, une fois sous le nom de Romain Gary et une fois sous un pseudonyme, Émile Ajar. Et La promesse de l'aube, c'est sa biographie, un peu romancée quand même, mais son autobiographie, pardon, un peu romancée quand même, mais avec une tendresse et une force de vie pour quelqu'un qui se suicide à la fin, assez incroyable. Donc c'est un de mes livres de chevet. Et puis vous avez choisi aussi un livre qui vient de paraître dans une toute nouvelle maison d'édition, Le bruit du monde, un livre d'Anna Burwitz, je ne sais pas comment on dit, elle est néerlandaise je crois, Les choses que nous avons vues, un roman vraiment curieux, étrange, qui nous parle un petit peu de notre monde contemporain. Oui, un roman très particulier d'une maison que j'aime bien, qui est toute jeune aussi, qui a commencé cette année. Et ce livre-là, écrit par une Hollandaise, elle raconte l'histoire d'une personne qui est modératrice sur les réseaux sociaux et qui doit justement voir, alors c'est inspiré vraiment de faits vrais, de ce que les modérateurs voient comme obscénité, ignominie, violence, contenu absolument infâme, et qui filtrent. Et ça laisse des gens qui ont des syndromes complètement fous de stress post-traumatique et de choses comme ça. Et je trouvais hyper intéressant de prendre cet angle-là, de prendre cet angle de ceux qui font le filtre et de ce qu'ils voient, parce que je trouve que ça évoque beaucoup de notre comportement. Et je dis à nous, parce que je pense qu'on est tous responsables un peu, même si on ne met pas des ignominies sur le net, on est tous solidaires du monde dans lequel on vit. Et comment on continue à vivre et à aimer après le spectacle de l'horreur, un peu comme dans votre roman en quelque sorte. Qu'on vit un peu, pardon ? Comment on continue à vivre et à aimer après avoir été témoin de... Et comment on se reconstruit, donc il y a toute cette question de comment on se reconstruit après avoir vu ça, et c'est très fort. Ouais. Je crois qu'on est allé un peu vite, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Vous avez des questions ? J'ai une question qu'on a certainement dû vous poser X fois, mais je ne connais pas la réponse. Pourquoi Edward Hopper pour vos couvertures ? On n'a pas parlé du décor, c'est peut-être intéressant d'écrire un peu... Non, enfin, c'est toujours difficile de justifier les envies. Je dis souvent quand on parle je parle souvent quand on parle de ce qui m'inspire, etc., je parle aussi de ce qui ne m'inspire pas. Et je dis souvent que c'est presque plus important de savoir ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime, et que l'inspiration, elle se fait avec ce qu'on aime et qu'on emmagasine, mais aussi ce qu'on n'aime pas et qu'on emmagasine aussi. Parce que je pense que quand on est face à ce qu'on n'aime pas, on se construit, parce que c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'on n'aime pas. Parce que quand on n'aime pas, on peut l'expliquer. Quand on aime, c'est difficile à expliquer pourquoi on aime quelque chose, ou quelqu'un, ou voilà, en général. Et donc Hopper, c'est difficile pour moi de justifier le coup de cœur, parce que je pourrais vous dire, il a un talent extraordinaire, il a un toucher incroyable, son jeu de couleurs, ce qu'il représente. Évidemment, ça fait appel à tout l'imaginaire de cette Amérique que je raconte, parce que c'est ces mêmes endroits, donc il y a aussi un petit peu de ça. Mais peut-être probablement aussi que ce qui me fascine dans son œuvre, c'est quand vous regardez un tableau de lui, et c'est malheureux presque, vous n'êtes pas tellement en train de regarder le tableau et de vous extasier devant son travail et devant son talent, mais en train de vous poser des tas de questions sur ce qui n'est pas sur le tableau. Ou pourquoi ce tableau est comme ça ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Et le tableau de Alaska, là, c'est un homme à une station essence, et le jeu de lumière est complètement dingue. Lumière du ciel et lumière du magasin, etc. Mais ça, en fait, on ne le regarde pas du tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce petit bonhomme ? On dirait presque qu'il se cache derrière la pompe. Peut-être, mais donc je trouve qu'il y a quelque chose de très appelant qui rend le spectateur partie prenante. Le spectateur imagine quelque chose. Je trouve que quand on regarde son œuvre, on travaille, on participe. Et on n'est pas tellement dans la contemplation, et ça me plaît. Puis sans rien dévoiler, le roman commence par sur la route 21, une route qui traverse 3 comtés américains, oui, et dans une station-service. Absolument. C'est la page 1, ça va, on peut vous le dire.
Une autre question. Comme beaucoup de gens, je pense, en attendant votre arrivée, j'ai commencé à lire le livre. Et je n'ai pas fait un exploit sportif, parce que je suis arrivé à la page 14. Et alors, à la page 14, vous dites quelque chose qui m'a intéressé. Vous parlez des égarements dans le désert du succès. Bien entendu, c'est à propos de Marcus. On a l'impression que vous avez trouvé un plaisir un peu jubilatoire à ce succès de la vérité sur l'affaire Harry Kéber que vous lui avez attribué, mais que vous avez quand même vous-même écrit. Et je n'irai pas jusqu'à vous demander si on vous a vraiment proposé 2 millions de dollars pour l'adaptation de la série. Mais voilà. Et je voudrais savoir donc comment un écrivain tel que vous, qui a quand même connu une célébrité importante relativement jeune, on va dire, qu'est-ce que le succès représente? On imagine que c'est confortable, mais est-ce que ça peut être un handicap pour l'écrivain? Comment est-ce qu'on échappe à cet égarement? Est-ce que c'est possible? Vous avez l'air de vous en être remis. Voilà, j'aimerais savoir un peu comment on peut vivre un tel succès sans que ça handicape l'acte d'écrire. Bon, moi je suis que à la page 8, donc j'ai pas encore lu le passage dont vous parlez. Je lis très lentement. Non, c'est une bonne question parce que le succès en même temps, c'est extraordinaire. Non, mais c'est merveilleux pour moi, surtout le succès quand il se concrétise physiquement par des présences. L'énigme de la chambre 622, qui a eu un très grand succès en librairie, et merci beaucoup. Mais pour moi, il manque quelque chose à la concrétisation de ce livre parce qu'on ne s'est pas vu. Et le fait de, pour moi, avoir ce plaisir de vous rencontrer et voir des lecteurs pour de vrai, ça donne tout son sens à tout le travail, à tous les sacrifices, à tout le temps passé. Mais ce que vous dites, et qui est important aussi, c'est que le problème, c'est qu'avec le succès et les commentaires et les gens qui viennent me dire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci, et ça j'ai moins aimé, mais ça j'ai mieux aimé », il faut que vous arriviez à être fidèle à ce que vous voulez faire comme écrivain, comme artiste. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je n'écris pas tellement pendant cette période de promotion. Par contre, la période de promotion, je la limite dans le temps. Je l'ai définie déjà maintenant. Et je sais que le 1er juillet, je m'arrête complètement et que je me mets en retrait et je retourne écrire seul. De sorte à ne pas avoir ce télescopage, de sorte à ce que je vais retourner écrire et que le succès, il ne se concrétise plus vraiment réellement parce que je suis seul face à ma page et je me pose la question maintenant de ce que j'ai envie de faire et que assez vite, je me retrouve seul à seul avec moi. Ce qui est important, ça me permet vraiment de me dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne envie de faire ça. Ce qui est plus difficile si tout d'un coup je pars dans d'autres directions où je commence quelque chose et puis j'ai mes lecteurs qui viennent et c'est un plaisir mais qui me disent surtout refaites celui-là ou faites le tome 4 ou faites ci parce que ça me met tout de suite dans des positions de déconcentration par rapport à ce que j'aimerais faire. Puis il se passe un truc dingue, page 15. Marcus Goldman refuse l'adaptation de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Oui, c'est vrai. Il refuse parce qu'il veut tourner la page, justement. Marcus, il veut oublier Harry Kéber, oublier ce qui s'est passé en 2008, oublier ce qu'il a découvert, ce qu'on ne vous dira pas si vous n'avez pas lu, et passer à autre chose. Et il pense que de faire une adaptation en film, ça va le reprojeter dans toute cette affaire. Du coup, bonne transition. Ma question, c'est sur justement l'adaptation d'Harry Kéber en série. Du coup, vous en avez parlé sur la différence de regarder un film, une série et lire un livre. Est-ce que c'était difficile pour vous comme choix d'adapter le livre en série? Et du coup, quelles ont été, vous, vraiment les implications et dans votre décision, comment vous avez fait? Non, moi, c'était pas difficile parce que j'avais l'expérience de lecteur de toutes les adaptations que j'ai vues, de livres que j'ai aimés, de beaucoup de déceptions que j'ai eues parce que ça correspondait pas à ce que j'imaginais. Et du coup, j'étais rodé et je me suis dit tout de suite, de toute façon, c'est pas la vérité, dans le sens, c'est pas ce qui est la réalité de ce que j'ai imaginé moi, c'est une adaptation. Donc, c'est différent. Et aux lecteurs qui me disent, mais est-ce que je vais avoir les mêmes sentiments en voyant la série qu'en lisant le livre? Je dis, non, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas manger un steak en espérant que ça a un goût de poisson. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et donc, j'étais pas inquiet du tout de ça. Je pensais qu'une série, qui était l'idée que Jean-Jacques Hano avait d'en faire une série, était le meilleur moyen de raconter tout le livre. Et que de raconter tout ce livre en un film de 1h30 ou 2 heures aurait nécessité qu'on raconte qu'un morceau du sujet et pas tout.
Et donc la série me plaisait bien. Et après, moi, j'ai rien fait volontairement parce que j'ai dit à Anno qui m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, tu participes au scénario ou à ci ou à ça. D'abord, je lui ai dit que je n'allais pas lui apprendre à faire un film ou une série. Et puis surtout, je ne voulais pas me mêler parce que je ne voulais pas devoir prendre des décisions pour la série en images que j'avais volontairement pas prises pour le livre. Dans le livre, je ne raconte pas comment sont les personnages, comment sont les lieux, c'est très peu décrit. Ce que je vous disais avant sur ce couple qui arrive chez lui, j'ai pas envie de décider. Et donc voilà. Et l'acteur qui a interprété Perry vous a plu? Et l'acteur qui oui, ils m'ont tous plu, mais j'ai pas vraiment remis. Je me suis pas posé de questions sur ce qui me plaisait ou pas parce que je me suis juste dit, et j'ai vraiment vécu comme ça. J'ai la chance d'être dans la tête d'un de mes lecteurs, qui est Jean-Jacques Hano, et chaque lecteur est différent. Et de toute façon, la première lecture, c'est moi qui l'ai faite pendant que j'écris, et donc j'ai imaginé le livre tel que moi j'ai envie comme lecteur et auteur, mais comme lecteur aussi de mon texte. Et ensuite, chacun d'entre vous qui lisez ce livre, vous vous le réappropriez, vous imaginez les choses différemment. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est beau. Et quand on me demande est-ce qu'un tel il est plutôt comme ci ou comme ça, ou il me fait penser à tel acteur physiquement, je dis jamais oui ou non. Je dis au lecteur, si vous avez imaginé ça, c'est que c'est vrai pour vous. En tout cas, pour les scénaristes, c'est des dialogues tout faits, quoi. Je sais pas. Bonjour. Comment ça ? Vous avez dit que pour vous, le crime idéal, c'est un crime qui laisse pas de preuves, mais aussi un crime qui mène tout droit vers un coupable idéal. Et quand on lit vos livres, on a plusieurs coupables idéaux au fil des pages, et à chaque fois on se dit ah oui, c'est sûr, là cette fois c'est lui, et finalement non. Ma question c'était, est-ce que vous regardez, est-ce que vous vous inspirez de faits divers qu'on peut voir sur Netflix, à la télé, et si non, du coup ça fait un peu peur parce que vous avez beaucoup d'imagination. Non, alors les faits divers, j'aimerais bien, ce serait simple, personne n'y croirait. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe comme faits divers et que vous le retranscrivez sous forme de pitch ou de livre, sans écrire tout le livre, mais juste un pitch en disant « Ah, j'ai une idée de livre » et vous le montrez à quelqu'un, personne n'y croit. Alors d'abord, soit c'est tellement misérable dans le vrai sens du terme, tellement affreux, de drames de famille et de choses épouvantables qui sont tellement dures et violentes que je n'ai pas spécialement envie de les raconter encore. Ou alors c'est des trucs tellement... Vous parliez de Netflix avant, il y a une série là, qui vient de sortir qui s'appelle Inventing Anna sur une escroc. Ça n'a aucun... tout est vrai et ça n'a aucun sens. Vous en faites une fiction, j'en fais un livre en disant voilà un livre, personne n'y croit. On dit mais ça n'a aucun sens. Et la réalité, elle est souvent folle. Harry Kéber, la première version, le début... sans vous spoiler si vous n'avez pas lu, mais Harry Kéber, c'est une jeune femme, il y a un meurtre, une jeune femme disparue 33 ans plus tôt, est découverte dans le jardin de Harry Kéber. Elle est découverte parce qu'un jardinier creuse pour mettre une plante et il trouve un corps. Et la première version du livre, à l'époque j'ai fait lire à mes parents, à mes amis, c'était un fait divers qui s'est passé aux États-Unis en 2000, début des années 2000 et quelques. Un policier entraîne son chien dans les bois, son chien de flic. Il cache son truc à cacher, je ne sais pas ce que c'était, de la drogue, il cache un objet dans les bois, il envoie son chien, et le chien, au lieu de partir sur cet objet, il part à droite et il se met à creuser comme un fou. Alors le flic dit « mais t'es con, il est là-bas l'objet, qu'est-ce que tu fais ?» Et il va voir, et il trouve une main. Et je me dis génial, Harry Kéber, le début, c'est un chien de flic qui s'entraîne dans les bois, il se met à creuser, et il trouve un squelette, Nola Kellergan, disparu 33 ans plus tôt. Copier-coller de la réalité. Et là, les gens qui ont lu le livre me disent « Bon, le bouquin est pas mal, mais alors le début avec ce chien de flic, ça n'a aucun sens. » Et je l'ai enlevé. Et donc, la réalité est trop forte. On va passer à la séance de dédicace, mais pour peut-être aller dans le sens de votre question, on ne va pas dire quel personnage dans l'affaire Alaska, mais il y a un personnage qui est mêlé à tout et que rien n'accuse. C'est dans mon livre, ça ? Ouais. Je suis vachement fort, hein. Oui, effectivement. Mais il est en train de vous spoiler le bouquin, c'est terrible. Oui, il y a effectivement un personnage dont on peut penser que c'est lui, mais peut-être que ce n'est pas lui. On pense sans cesse. Mais on pense sans cesse que c'est lui, oui. Tout mène à lui. En tout cas, merci beaucoup, Joël Dicker. Merci, je vous retrouve maintenant pour signer. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette rencontre avec Joël Dicker, enregistrée le 17 mars dernier au Palais de la Mutualité de Lyon.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast. Vous pourrez y retrouver notamment l'épisode précédent avec Pierre Lemaître, ainsi que notre autre émission qui s'appelle La Voix des libraires, qui fait la part belle au coup de cœur de nos équipes. À très vite pour d'autres rencontres.